Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet colossal, vraiment. Il ne s'agit pas simplement de décortiquer une énième tendance technologique, le genre de truc qui fera le buzz pendant 6 mois, mais bien d'analyser un changement radical de la condition humaine. L'analyse du jour plonge au cœur des concepts posés par Klaus Schwab en 2016 sur la quatrième révolution industrielle. C'est ça. Et la mission de cette session, c'est vraiment de synthétiser ces idées denses pour comprendre comment la fusion des mondes physiques, numériques et biologiques transforme non seulement ce que l'humanité fait, mais, et c'est le plus important, ce qu'elle est. Le tout sans se laisser submerger par un jargon technique. Pour quiconque nous écoute aujourd'hui, prendre ce recul est une occasion unique. C'est un point de départ tout à fait essentiel. Pour poser le cadre d'emblée, il faut bien saisir la nature de cette bête en fait. Contrairement aux révolutions précédentes auxquelles l'humanité a fini par s'habituer, celle-ci évolue à un rythme exponentiel et non linéaire. Ouais, la vitesse est complètement folle. Exactement. Historiquement, on a toujours eu le temps de s'adapter, de digérer les grands bouleversements sur plusieurs générations. Mais aujourd'hui, la vitesse, l'ampleur et l'impact systémique bousculent toutes nos structures en un clin d'œil. Alors décortiquons tout ça. Quelle est la différence exacte entre cette fameuse quatrième révolution et celles qui l'ont précédée? Parce que des révolutions, l'histoire en a connu quelques-unes. Au XIXe siècle, les tisserands cassaient les métiers à tisser parce qu'ils pensaient que la machine allait détruire le monde. En quoi est-ce vraiment si différent de l'angoisse des Ludites de l'époque? C'est une excellente comparaison. La peur est une constante, c'est vrai, mais la mécanique derrière a fondamentalement changé. Si l'on retrace brièvement, la première révolution a apporté la machine à vapeur, la deuxième a permis la production de masse avec l'électricité, Mhm. la troisième, apparue dans les années 60, c'est celle de l'informatique. Ces trois-là étaient linéaires, on pouvait les anticiper. La quatrième, elle, prend cette infrastructure numérique et l'utilise comme tremplin pour une croissance exponentielle. Elle transforme des systèmes entiers simultanément. L'ampleur n'a plus rien à voir avec un simple métier à tisser. Pour illustrer cette différence vertigineuse de vitesse, il y a une comparaison frappante tirée de nos sources. Le fuseau, qui était vraiment le symbole de la première révolution industrielle, a mis près de 120 ans pour se répandre hors d'Europe. 120 ans. En comparaison, l'Internet a conquis le monde en moins d'une décennie. C'est un bond temporel incroyable. C'est clair. Et là où il y a un véritable moment eureka, disons, c'est en observant l'impact sur l'économie. La statistique comparant la ville de Détroit en 1990 à la Silicon Valley en 2014 est absolument stupéfiante. Ah oui, c'est le cas d'école parfait pour comprendre ce changement de paradigme. C'est ça. À Détroit, en 1990, les trois plus grandes entreprises valaient ensemble environ 36 milliards de dollars, avec 1,2 million d'employés. Une économie basée sur le capital humain. Mais dans la Silicon Valley, en 2014, les trois géants pesaient 1,09 billion de dollars. Avec beaucoup moins de monde. Exactement. Avec environ 10 fois moins d'employés, soit à peine 137 000 personnes, la différence de création de valeur par employé est aberrante. Si l'on relie cela à la vision d'ensemble, ça illustre le cœur du modèle économique actuel. La numérisation permet de créer des rendements d'échelle avec un coût marginal qui tend vers zéro. C'est-à-dire, En termes un peu moins économiques pour qu'on visualise bien. GIC, une fois l'application créée, copier une ligne de code pour 1 million d'utilisateurs supplémentaires ne coûte rien. C'est ce coût marginal nul qui favorise massivement les fournisseurs de capital, intellectuel ou physique, au détriment du travail manuel. Cela a pour effet purement mécanique d'exacerber les inégalités. c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette mécanique ne s'applique plus uniquement au logiciel. Cette révolution repose sur trois mégatendances qui fusionnent, le physique, le numérique et le biologique. Si on commence par le monde physique, on parle de matériaux intelligents et d'impression 3D. Tout à fait. Prenons le graphène par exemple. C'est un matériau environ 200 fois plus résistant que l'acier, 1 million de fois plus fin qu'un cheveu humain et un excellent conducteur. Associé à l'impression 3D, le paradigme de l'usine disparaît. On crée un objet couche par couche à partir d'un fichier numérique. Ce qui veut dire qu'on pourrait imprimer des pièces d'avion directement sur le tarmac. Et tous ces objets sont interconnectés grâce au deuxième pilier, le monde numérique, l'économie à la demande ou de plateforme à tout redéfini. Uber ne possède pas de voiture, Airbnb ne possède pas d'immobilier. Exactement. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'intersection de ces deux premiers mondes avec le troisième pilier, le monde biologique. C'est là qu'a lieu le véritable choc. Oui, parce qu'on touche au vivant. C'est ça. La chute vertigineuse des coûts est incroyable. Le projet Génome humain a coûté 2,7 milliards de dollars et pris 10 ans.
Aujourd'hui, on peut séquencer un génome en quelques heures pour moins de 1 000 $. Les applications actuelles laissent sans voix. L'impression 3D s'applique aussi au vivant avec la bioimpression pour créer des tissus en vue de greffe. Et puis il y a l'intelligence artificielle en médecine. Le superordinateur Watson d'IBM a atteint un taux de diagnostic exact de 90% pour le cancer du poumon dans certains tests, contre 50% pour les humains. Une puissance d'analyse surhumaine, littéralement. Et donc qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Pour les emplois tous les jours, cette angoisse de l'automatisation est palpable. La machine remplaçait le muscle, maintenant elle remplace le cerveau. Il faut apporter de la nuance ici. Il y a un double effet. Un effet de destruction, où le capital remplace le travail, et un effet de capitalisation, où la création de nouveaux biens entraîne de nouvelles professions. Mais la transition risque d'être brutale. L'étude d'Oxford affirme que 47% des emplois aux États-Unis, sur les données de 2010, risquent l'automatisation d'ici 1 ou 2 décennies. Les télévendeurs, les préparateurs d'impôts, sont très menacés. À l'inverse, les travailleurs sociaux, chorégraphes ou psychologues le sont beaucoup moins. Cela mène à l'émergence de ce qu'on appelle le cloud humain. Des professionnels deviennent des travailleurs indépendants, effectuant des tâches précises via des plateformes mondiales. C'est un paradoxe immense. D'un côté, une liberté et une mobilité inégalées, de l'autre, le risque de créer un précariat mondialisé, sans filet de sécurité sociale. Une compétition globale et féroce sans la stabilité du salariat traditionnel. Oui, et face à cela, nos institutions sont dépassées. Pour se rendre compte du calendrier, regardons quelques points de basculement, les fameux tipping points, prévus d'ici 2025. On parle de 10% de la population portant des vêtements connectés à Internet, du premier pharmacien robotisé aux États-Unis et de 90% de la population avec un stockage illimité et gratuit. Et c'est la raison pour laquelle le concept de gouvernance agile est crucial. Les régulateurs ne peuvent plus adopter une approche linéaire descendante. La technologie avance trop vite pour les lois d'hier. Et ce sont souvent les villes qui sont les plus agiles. Les villes intelligentes sont des moteurs d'innovation. L'exemple du WaterNet est brillant, c'est l'Internet des tuyaux avec des capteurs pour gérer les flux d'eau et éviter le gaspillage. Ou encore l'adoption d'arbres via les réseaux sociaux pour contrer la hausse des températures urbaines en engageant les citoyens. C'est une utilisation très positive. Mais il y a aussi des vulnérabilités critiques. Le côté sombre, absolument. La sécurité mondiale est bouleversée. On parle de cyberguerre, d'essaims de drones, d'armes autonomes, le brouillage total des frontières entre la guerre et la paix. Une attaque silencieuse peut paralyser un pays entier. Cela soulève une question importante sur la nature même de la communauté. La numérisation a créé une société très centrée sur le moi. Les individus s'enferment dans des bulles algorithmiques. L'impact psychologique est lourd. L'étude de l'Université du Michigan montrait une baisse de 40% de l'empathie chez les étudiants universitaires. Et la citation du prix Nobel Herbert Simon en 1971 est tellement visionnaire. La richesse de l'information crée une pauvreté de l'attention. L'ironie d'être hyper connecté mais de perdre la connexion humaine. Rien que le fait d'avoir un téléphone posé sur la table modifie la profondeur d'une conversation. Pour naviguer dans cette révolution, Schwab propose de cultiver 4 intelligences. L'intelligence contextuelle, celle de l'esprit, l'intelligence émotionnelle, le cœur, l'intelligence inspirée, l'âme, et l'intelligence physique, le corps. Il faut un équilibre. C'est une belle boussole. Mais pour clore cette analyse, il y a une réflexion finale assez provocante qui émerge de tout ça. Si les modifications génétiques sur mesure ou les augmentations neurotechnologiques deviennent des produits de consommation réservés à une élite, on peut se demander si on ne se dirige pas vers une inégalité ontologique, une scission littérale de l'espèce humaine, où les inégalités économiques deviendraient une divergence biologique. C'est une perspective qui donne le vertige. Et c'est sur cette idée qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette exploration en profondeur et à très vite.